Emmanuel La mise en Macron, scène est là seul, également. seul à pied, est en train de traverser cette esplanade. Qui effectivement est habité par, vous le savez, cette pyramide qui avait été souhaitée par François Mitterrand, mais qui avait été acceptée par un maire de la capitale qui était Jacques Chirac. Et dans les symboles, on est clairement dans les symboles européens, puisque c'est l'hymne à la joie qui sert d'hymne européen, qui accompagne ce mouvement d'Emmanuel Macron, symbole mitterrandiste évidemment, avec cette marche en solitaire, cet éclairage et cette mise en scène très soignée. Ce sont des images fournies par l'équipe du candidat. Emmanuel Macron marche symboliquement vers son destin. Il y a encore cette apparition qui a un caractère de gravité et de solennité évident et qui a été conçu pour cela. J'ai promis de revenir vous parler de Ludwig van Beethoven. Vous vous souvenez que son nom figurait sur la première de couverture de The Economist 2020 et ça correspondait à un événement important qui a été célébré en grande pompe avec le 250e anniversaire de la naissance du célèbre compositeur et musicien. C'est d'ailleurs ce que vont vous dire si vous interviewez donc les responsables de la feuille de chou The Economist. Ils vont vous dire oui, il n'y a pas de message cryptique, il n'y a pas de message codé derrière, c'est tout simplement pour rendre hommage, comme on l'a fait pour Léonard de Vinci ou pour Florence Nightingale par exemple, puisqu'on a également fêté son anniversaire, l'anniversaire de sa naissance, les 200 ans de l'anniversaire de sa naissance. Or, vous avez pu constater qu'à chaque fois, donc sur la première de couverture de The Economist, il y a toujours aussi un message codé sur l'avenir de notre monde. Et on a pu le vérifier à plusieurs reprises. Donc là, je ne reviens pas sur tout ce qu'on a dit sur Florence Nightingale. On en a fait une vidéo, on en a fait des articles. Donc là, vous pouvez aujourd'hui comparer, faire le lien également avec le fameux pangolin qu'on retrouve sur la couverture de 2019. Et donc la symbolique de Florence Nightingale, née donc dans cette célèbre ville de Toscane le 12 mai 1820 à 14h, 12 mai. Donc c'était un jour près au moment où on avait la rétrogradation de Saturne dans le signe du Verseau, et c'est au moment où en France on a commencé le déconfinement le 11 mai. Donc là il y a bien une correspondance à quelque chose, et également, donc là on retrouve bien les infirmières qui ont bien été mises à l'honneur, c'est-à-dire tout le personnel soignant. Donc ça nous annonçait bien effectivement cette prédiction d'une épidémie, puisque Florence Nightingale a été aux prises dans sa carrière donc d'une épidémie importante qu'elle a soignée, et on a encore d'ailleurs à notre époque le fameux prix Nightingale. J'ai retrouvé sur le fabuleux site AstroThème donc le thème natal de Ludwig van Beethoven, né le 16 décembre 1770 à 3h40 à Bonn en Allemagne, Sagittaire ascendant Scorpion avec lune en Sagittaire, milieu du ciel en Lion. Alors si on regarde à notre époque donc ce fameux anniversaire du 250e anniversaire, nous avons bien eu le transit de Saturne. À chaque fois, vous voyez, Saturne est en jeu, que ce soit pour Florence Nightingale, on a eu ce mouvement de rétrogradation de Saturne dans le signe du Verseau, et là on a eu en revanche donc le retour de Saturne après sa première incursion donc au mois de mars, le 24 mars 2020. Donc on a eu ce retour de Saturne dans le signe du Verseau avec Jupiter qui lui a emboîté le pas. Donc ça c'est au niveau astral. Alors, si on regarde un petit peu sa carte du ciel, c'est très intéressant. Donc là, je vais aller vraiment à l'essentiel. Donc on retrouve tout de suite Pluton, comme à notre époque, dans le signe du Capricorne, forcément, 250 ans, puisque c'est un cycle qui correspond à Pluton. Pluton fait le tour de la roue zodiacale, donc en 250 ans environ. Donc là, on retrouve bien, vous voyez, Pluton à 16 degrés, donc dans un degré un petit peu moins avancé que celui qu'on a en ce moment, puisque en ce moment, nous avons Pluton très exactement à 25 degrés, enfin 25 degrés des poussières. Donc là, vous voyez, ça correspondrait à une conjonction à Vénus. Un Vénus, d'ailleurs, qui est la planète des arts. C'est alias Aphrodite, qui est d'ailleurs le maître du taureau, où nous retrouvons Uranus. Uranus, donc là, en revanche, qu'on retrouve à 12 degrés 09. Et donc, en ce moment, nous avons Uranus dans notre ciel de 2021, nous l'avons à 7 degrés. 7 degrés et des poussières. Donc vous voyez que là, il y a quand même quelque chose de très important donc, qui pourrait se jouer à la faveur justement de ces transits-là planétaires, quand on aura effectivement donc cette conjonction quasi parfaite, pourquoi pas, donc de Pluton donc à Vénus, et également Uranus dans la position à 12 degrés 09. Alors quel pourrait être ce scénario? Alors c'est ce qu'on va essayer de voir de suite. Alors l'interprétation que je vais vous donner, elle peut bien entendu être nuancée, elle peut être contestée, elle n'engage que moi, mais disons que j'ai trouvé un article qui semble venir se corroborer avec ce qu'on peut pressentir
c'est le retour en force de l'Union européenne. En tout cas, c'est ce qu'a voulu imprégner M. Emmanuel Macron, donc qui a fait son investiture, donc quand il déambule donc dans le palais du Louvre, où il fait son fameux discours d'investiture. C'était le 14 mai 2017, donc on voit qu'il entre sur l'Aude à la joie. Donc tout ça aussi pour marquer son appartenance, bien sûr, à l'Union européenne, puisque de toute façon la France fait partie de l'Union européenne, mais aussi pour marquer donc, le retour de la Grande Europe. On avait déjà eu d'ailleurs dans la formation politique une émanation en tout cas de sa liste pour les européennes. On retrouvait d'ailleurs le parti Renaissance. Renaissance, La République en marche. Donc ça a été fondé d'ailleurs le 5 mars 2019. 5 mars 2019, le nom a été déposé, et ce jour-là, nous avions le retour d'Uranus dans le signe du Taureau, comme à l'époque donc de la Renaissance. Effectivement, nous avions bien Uranus, à la fin de la vie de Léonard de Vinci, nous avions Uranus dans la même posture zodiacale, c'est-à-dire dans le signe du Taureau, et nous avions également Pluton. Alors là, je vous renvoie une capsule sur Léonard de Vinci. Donc là, il faudrait remonter un petit peu dans le temps, il faut essayer de recoller un petit peu le puzzle. Mais c'était pour nous dire le retour finalement de la Grande Europe, comme à l'époque de Charles Quint également, puisqu'on a eu également ces velléités de grand empire, comme on l'a en ce moment, avec donc tous les chantres de l'Union européenne, et comme on a eu également la Grande Europe, entre guillemets, nazie. Vous savez que le Troisième Reich a voulu aussi donc reconstituer cette Grande Europe, et d'ailleurs, l'Aude à la joie, donc de Beethoven, donc a un passé nazi. Et donc c'est ce qui est expliqué justement dans cet article-là, donc du Figaro Culture, qui est daté d'ailleurs du jour où on a eu les résultats de l'élection 26 mai 2019, l'élection européenne. Vous voyez, tiré de la 9e et dernière symphonie du compositeur, la partition n'est devenue qu'en 1971 la musique de l'Union. La version officielle est le fruit d'un arrangement du maestro autrichien dont l'engagement passé auprès des nazis fait polémique, à tel point que certains défendent la nécessité morale de la changer. Alors donc vous avez l'interview d'Esteban Buch, donc qui est musicologue, donc qui vous fait justement l'explication de texte. Donc pour lui, la signature d'un ancien membre du parti nazi, donc qui a fait cet arrangement en bas de ce symbole de l'Europe, que l'on voudrait démocratique, est un problème moral et politique, nous dit-il. Alors si on lit l'article, vous allez voir qu'on retrouve beaucoup de la sémantique verso. Tous les hommes deviennent frères. Donc la fraternité, c'est bien une symbolique verso. Vous savez que le verso, c'est le signe de l'égalité, de la liberté, de la fraternité. C'est la devise de notre France, de la Ve République, une devise qui est bien mise à mal en ce moment. Néanmoins, on retrouve dans le thème de la France de la Ve République un milieu du ciel dans le signe du Verseau. Donc là, je me réfère bien sûr au thème fondateur du 28 septembre 1958 à 22 h à Paris, avec un ascendant Gémeaux, et ce milieu du ciel dans le signe du Verseau. Comment mieux définir l'esprit européen né après la Seconde Guerre mondiale qui souhaitait restaurer une paix durable sur le vieux continent? Ce vers est issu du poème de Friedrich von Schiller, l'Aude à la joie, écrit en 1785 et mis en musique dans le 4e mouvement de la symphonie numéro 9 de Ludwig van Beethoven en 1824, un air devenu l'hymne officiel des institutions européennes pour son caractère universel et ses valeurs, mais dont les paroles rédigées par Schiller sont absentes. Une particularité liée à l'histoire mouvementée de l'hymne européen, alors c'est ce que appelle donc Esteban Buch dans son ouvrage de référence, la 9e de Beethoven, une histoire politique, chez Gallimard. Tout au long du 19e siècle, Beethoven et son ode sont perçus comme les symboles de liberté, donc émancipation et liberté, encore une fois on retrouve la symbolique verso. On la surnomme l'hymne maçonnique d'Europe. Donc là c'est intéressant aussi de faire cette référence donc, au coup d'État maçonnique qui avait été fait au moment des révolutions françaises notamment, mais également américaine, en référence au rôle joué par les loges dans le développement démocratique européen. Les cérémonies du centenaire de la mort de Beethoven en 1927 redonnent une place de choix à Beethoven et son œuvre dans l'imaginaire politique du XXe siècle. Les commémorations permettent de donner une image qui représente des enjeux politiques et culturels, explique Esteban Buch lundi 20 mai sur France Musique. On est au seul moment un peu heureux de l'entre-deux-guerres et les célébrations permettent de répandre le message de Beethoven frappé du sceau de la fraternité.
la version originale issue du quatrième mouvement de la symphonie numéro 9 de Beethoven. Après sa création, l'Ode à la joie devient rapidement un objet politique. Toutes les idéologies se l'approprient. Les soviétiques, donc très intéressant de noter donc ce mot soviétique, à l'heure justement donc, où on parle donc d'un retour, enfin, d'une forme de communisme, hein, par le biais de ce communisme inspiré de la Chine, par le biais des mesures politico-sanitaires qui sont prises. Donc les soviétiques disent que cela représente ce qu'il y a de mieux dans l'utopie communiste. Les Américains expliquent que c'est le symbole du libéralisme. Chacun en fait va se réapproprier effectivement cet hymne. Pendant ce temps, des personnalités sifflotent la 9e symphonie en plaidant à la construction d'une fédération européenne, comme Aristide Briand en 1929, devant la Société des Nations Unies. Donc, la Société des Nations Unies, il faut savoir que c'est l'ancêtre de l'ONU. C'est la première mouture, on va dire, du gouvernement mondial, en tout cas qui a été présentée comme donc une instance qui a échoué à empêcher justement la guerre. Et donc c'est pour ça ensuite, en 1945, ils sont allés un petit peu plus loin avec une structure qui est encore d'actualité, l'ONU. Alors il évoque le projet pan-européen de Richard Koudenov-Kalergi, donc là un nom très important, donc là je vous invite à faire vos propres recherches sur ce fameux monsieur Kalergi qui souhaite adopter l'Ode à la joie comme l'hymne. La guerre passe par là et met fin à tout espoir d'unité. Beethoven et l'Europe, la création du Conseil de l'Europe en 1949, donc très intéressant de noter cette date de 1949, puisque si vous établissez la carte du ciel de l'année 1949, nous retrouvons Jupiter dans le signe du Verseau. Il s'en est passé des choses dans ces années 1948, 1949. 1949, 1er octobre, nous avions la naissance de la République populaire de Chine, donc la République populaire communiste, bien sûr, avec Jupiter dans le signe du Capricorne. Très tôt, nous avions noté donc, cette correspondance céleste entre Jupiter dans le signe du Capricorne dans une position zodiacale similaire à celle de notre ciel 2020. Et nous avons eu, comme vous avez pu le constater, donc en même temps que ce fameux virus importé de Chine, nous avons les mesures politico-sanitaires, donc calquées sur le modèle chinois, qui sont imposées désormais donc, en Europe. Donc vous avez vu comment, pendant pas mal de décennies, donc depuis 1949 finalement, il y a eu un galop d'essai qui a été fait à ciel ouvert de la part de ceux qui dirigent véritablement notre monde pour finalement bâtir une Chine à leur image, une Chine avec un régime ultra-autoritaire d'un côté, dirigiste, mais de l'autre côté, très libéral sur le plan économique, et aujourd'hui qui sont arrivés à maturité avec toute leur technologie, et bien voilà, ils sont arrivés à point nommé pour pouvoir utiliser ce système-là et pour pouvoir le diffuser, pour pouvoir transposer, en tout cas avec peut-être des aménagements, bien sûr en fonction des pays, en fonction de notre culture, entre guillemets, européenne, mais néanmoins on retrouve bien une inspiration chinoise dans les mesures politico-sanitaires qui sont prises. Donc voilà déjà une correspondance aussi, et c'est ce qui permet aussi, c'est une forme de cheval de Troie également, puisque vous savez qu'ils aiment bien faire ce fameux en même temps, pour continuer leur projet de construction de l'Union européenne, puisque si vous prenez le traité de Maastricht, du 7 février 1992, vous retrouvez beaucoup d'éléments en Capricorne, et le 7 février, c'est bien le Verseau. Nous avons bien ce soleil dans le signe du Verseau, on va jeter un coup d'œil très rapide. C'est la carte du ciel de ce 7 février 1992, au moment où a été ratifié le traité de Maastricht, donc qui permettait une avancée plus importante dans la construction européenne. Alors lorsque l'on parle de construction, on se réfère très souvent à Saturne, qui est le grand bâtisseur du système solaire, qui est le maître du Capricorne. Nous retrouvons d'ailleurs tout ce amas planétaire, vous voyez ici Uranus, Vénus, Neptune, également Mars. Et Saturne figure, vous voyez, en Verseau. Verseau comme nous l'avons dans notre ciel de 2021, et où nous avons cette synchronicité entre l'anniversaire de Ludwig van Beethoven, donc le 16 décembre, et le lendemain, nous avions le retour de Saturne dans le signe du Verseau. Vous voyez, comme on l'a eu en 1992, au moment où était ratifié donc ce fameux traité de Maastricht, donc qui permettait cette avancée dans la construction européenne. Et vous avez donc le Verseau, c'est le signe du libéralisme, qui permet la liberté de circulation, liberté des échanges, des capitaux, etc. Mais par contre, on retrouve ce rigorisme et cette orthodoxie que l'on a dans l'Union européenne, dans la façon de fonctionner. Quand on regarde les institutions, c'est extrêmement verrouillé.
Vous avez aussi cette opacité et on le retrouve également sur le plan monétaire. Hein, la monnaie unique avec cette parité donc, qui est vraiment fixe, qui ne bouge pas. Donc qui donne cette impression effectivement de stabilité, mais de l'autre côté en fait on a les forces vives de la nation, hein, c'est-à-dire qu'on a finalement ces réajustements sur le plan, on utilise en fait l'être humain comme variable d'ajustement, hein, plutôt que ce soit la monnaie qui se déprécie, comme on a en règle générale, hein, qui doit normalement se moduler en fonction de l'économie, de la force de l'économie d'un pays, et bien là vous avez plutôt les êtres humains et tout ce qui va avec, hein, toutes les infrastructures, etc., ce sont elles qui sont vampirisées par ce système donc maastrichtien. Le 8 juin 1949, nous avions également la sortie du roman dystopique de George Orwell, 1984, qui a été rédigé en 1948, et on a eu cette parution le 8 juin 1949. Donc le 8 juin, donc c'est sous un soleil dans le signe du Gémeaux, donc le signe des écrivains. 1949, vous voyez, encore une fois, on tombe sur l'année 1949, comme au moment où on a eu la création de la République populaire de Chine. Donc, vous voyez, il n'y a pas de hasard. En 1984, nous avions bien Jupiter dans le signe du Capricorne. En 1949, vous avez pu le voir sur la carte du ciel de la création donc, de la République populaire de Chine, nous avions Jupiter dans le signe du Capricorne. Et au moment de la parution, nous avions déjà Jupiter dans le signe du Verseau, le 8 juin 1949, comme nous l'avons dans notre ciel de 2021. Voici la carte du ciel de ce 8 juin 1949, où nous avions bien sûr des éléments célestes dans le signe du Gémeaux, notamment le Soleil, avec Uranus, Mercure, donc l'astre qui symbolise l'écriture, qui était en mouvement de rétrogradation. Nous avions, Mars dans le signe du Taureau, et surtout, c'est sur ça que je voulais insister, nous avions Jupiter qui était dans le signe du Verseau, hein, qui était à 1 degré, il y avait un mouvement de rétrogradation forcément, puisque ensuite, au mois d'octobre 1949, nous avions encore Jupiter qui était dans le signe du Capricorne au moment de la création du parti, du parti communiste chinois, de la République populaire de Chine communiste. On revient à l'article où nous avons l'interview de ce musicologue, hein, qui vous parle effectivement de Beethoven et de la relation qui existe avec l'Europe, la Grande Europe. Donc là, on a la création du Conseil de l'Europe en 1949 qui signe le grand retour des idéaux européens sur la table des négociations. Entre-temps, Beethoven a perdu de son aura. À la veille des années 50, la musique classique passe de mode au profit de musique beaucoup plus contemporaine. Et là, c'est vrai que Beethoven a souffert de l'utilisation pendant la guerre donc de sa musique. Hein. C'est vrai que Wagner, c'était véritablement l'hymne officiel, hein. C'était idéologisé par les nazis, mais néanmoins la 9e symphonie donc, de Beethoven était quand même pas mal jouée entre 1939 et 1945. Dans notre ciel de l'époque, hein, 1939, nous avions Uranus dans le signe du Taureau, et ensuite nous avons eu Uranus qui a transité, 1942, dans le signe du Gémeaux. Donc là, c'est important aussi de faire cette relation avec notre époque aujourd'hui, puisque nous avons bien Uranus dans le signe du Taureau, avec justement ce projet, encore une fois, vous voyez, Uranus en Taureau, donc comme on l'a en ce moment dans notre ciel de 2021, on l'avait donc dans les années 39, hein, on avait justement ce transit entre Uranus en Taureau, ensuite on l'a eu en Gémeaux, comme on va avoir en 2025 Uranus qui va transiter dans le signe du Gémeaux. Et comme si on remonte dans le temps, nous avions Uranus également, donc qui transitait le Taureau à l'époque de Léonard de Vinci, au moment de la Grande Europe, entre guillemets, de Charles Quint. Donc vous voyez, là on retrouve à chaque fois cette idée de Grande Europe, cette idée de grandeur, cette volonté de construction. Mais à chaque fois, vous avez pu constater qu'au niveau de l'Europe, hein, il y a toujours eu cette marche en avant et à un moment donné un écroulement. Donc là, en tout cas, ce que je pense, c'est que très probablement, il y a cette construction, cette avancée vers le fédéralisme pour ensuite, à un moment donné, peut-être voir le fédéralisme s'écrouler au profit du gouvernement mondial. Hein. Voilà, si je devais vous donner tout de suite un petit peu mon sentiment dans la manière dont tout ça s'articule, c'est que pour moi, l'Union européenne, ce n'est qu'un marchepied vers quelque chose de beaucoup plus important, donc qui aurait bien sûr une dimension beaucoup plus mondiale. Mais si on poursuit donc la lecture de cet article très intéressant, donc en 1949, donc là on avait le Conseil de l'Europe hein, qui réfléchissait à la symbolique, donc la question du drapeau était plus importante et prenait le pas sur l'hymne notamment. Donc là il y a eu plusieurs compositions qui ont été envoyées mais elles n'étaient pas terribles entre-temps. Donc il y a le projet qui traîne donc jusqu'en 1970, ensuite il y a la commémoration, cette fois-ci c'était le 200e anniversaire forcément puisque c'était il y a 50 ans.
Et puis on a eu un film, notamment celui de Orange Mécanique de Stanley Kubrick, en 1971, qui a utilisé cette musique-là, si vous vous en souvenez. Vous vous souvenez que ce film de Stanley Kubrick donc, était quand même assez violent, et ça rappelle forcément donc, le livre de Laurent Oberton, La France Orange Mécanique. Donc si vous établissez la carte du ciel de Monsieur Laurent Oberton, qui est natif du Gémeaux, de 1984, Gémeaux, encore une fois, on retrouve la symbolique Gémeaux de l'écriture, 1984, nous retrouvions Jupiter dans le signe du Capricorne. Voilà, Laurent Oberton, Laurent Oberton que vous connaissez, 24 mai 1984. Donc il est bien né en 1984. Donc il a écrit cet ouvrage-là, donc il vous parle de la violence en France, de la montée de la violence. Donc justement, est-ce que dans la symbolique de Beethoven, est-ce que c'est pas ça qu'on nous annonce aussi quelque part, c'est-à-dire cette tendance à aller vers plus de violence, c'est-à-dire qu'en fait ça se construirait, cette Europe, en tout cas les projets des mondialistes et des fédéralistes, se construiraient bien sûr sur l'affrontement. Donc avec justement c'est toujours cette musique qui adoucit, on nous dit les mœurs, mais vous avez de l'autre côté une extrême violence, d'ailleurs on le retrouve dans le film Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Parlons très souvent de ce retour de la guerre civile, avec notamment les déclarations de l'ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, si vous vous souvenez, qui disait les Français vivaient côte à côte et ils vont se retrouver face à face. Ministre, si j'ai un message à faire passer, je suis allé dans tous ces quartiers, la situation est très dégradée. On ne peut plus continuer à travailler commune par commune. Monsieur le Premier ministre, si j'ai un message à faire passer, je suis allé dans tous ces quartiers, la situation est très dégradée. On ne peut plus continuer à travailler commune par commune. Il faut une vision d'ensemble pour recréer de la mixité sociale. Parce qu'aujourd'hui, on vit côte à côte. Et je le dis toujours, moi je crains que demain, on vive face à face. Après le discours de M. Gérard Collomb de 2018, qui est quand même assez explicite, donc il laisse augurer rien de bon concernant notre chère France de la Ve République, vous avez ici un timbre d'époque que j'avais déjà présenté dans une capsule de 2017, quand j'avais recherché les synchronicités entre Emmanuel Macron, Georges Pompidou et Louis-Napoléon Bonaparte. Donc vous voyez ici En Marche, comme la République En Marche, l'Europe En Marche contre le bolchevisme, sauf qu'aujourd'hui, donc on a l'impression qu'effectivement l'Europe, donc on va bien vers cette avancée, cette construction européenne à marche forcée, mais par le biais justement d'une construction européenne inspirée du bolchevisme et du communisme. Walter Hallstein est né au début du XXe siècle. C'était un juriste allemand, un juriste nazi, qui a d'ailleurs été professeur et doyen à l'université de Rostock en 1936, après avoir montré patte blanche à toutes les autorités nazies. En 1938, lorsque Hitler s'est rendu en Italie, il est tombé d'accord avec Mussolini pour bâtir un projet de nouvelle Europe, das neues Europa, comme on dit en allemand. Au mois de juin 1938, Adolf Hitler a demandé à Walter Hallstein de préparer le projet de construction européenne. Walter Hallstein a été arrêté, il était officier nazi, il a été arrêté à la fin de la Seconde Guerre mondiale, après la bataille de Cherbourg. Et puis il a été repris et recyclé par les autorités américaines. En 1951, on le trouve dans l'entourage immédiat de Konrad Adenauer. Il devient d'ailleurs le secrétaire d'État aux Affaires étrangères du gouvernement de Konrad Adenauer en Allemagne. C'est lui qui va préparer le projet de Nouvelle Europe, la nouvelle Europe, à partir des plans qu'il avait préparés pour Hitler et Mussolini. C'est ce qui va donner le traité de Rome qu'il signera d'ailleurs le 25 mars 1957, à côté du chancelier d'Allemagne, Konrad Adenauer. Walter Hallstein fut ensuite le premier président de la Commission européenne. Il a été le président de la Commission européenne de 1958 à 1967, presque aussi longtemps que Jacques Delors. On a appelé ça la Commission Hallstein. Et dans le cadre de cette présidence de la Commission Hallstein, il présente en 1965 un plan qui prépare l'organisation d'une Europe fédérale. Et si vous ne me croyez pas, eh bien voici la photo. On a ici Adenauer et vous voyez juste à côté de lui Walter Hallstein, le juriste
nazi choisi par Hitler pour préparer la nouvelle Europe. C'est bizarre qu'on vous en parle jamais. Walter Hallstein a ensuite été le promoteur du plan Hallstein en 1965 qui prévoyait une Europe fédérale. C'est d'ailleurs exactement ce qui se passe en ce moment. Et c'est justement ce plan Hallstein qui avait motivé Charles de Gaulle lorsque Charles de Gaulle avait dit stop, avait décidé de ne plus envoyer aucun représentant à la Commission européenne à Bruxelles, pratiquant ainsi la politique de la chaise vide. Parce que le président de la République française, le fondateur de la France libre, Charles de Gaulle, savait très bien à quoi s'en tenir sur Walter Hallstein, un nazi recyclé par les Américains pour détruire les nations d'Europe et les placer sous l'autorité d'un empire dictatorial. L'Union européenne qui pour moi est un projet fasciste. L'Union européenne pour moi c'est un projet qui a été pensé par des nazis comme Walter Hallstein et qui a été dirigé par des nazis comme Walter Hallstein qui a été le premier président de la Commission européenne. Walter Hallstein était un dignitaire nazi qui avait écrit pour Hitler, à sa demande, un plan pour une nouvelle Europe qui ressemblait à l'Union européenne. C'est-à-dire très antidémocratique, complètement antidémocratique. It is really puzzling to me that having just buried one monster, the Soviet Union, another remarkably similar one, the European Union, is being built. Exactly what is the European Union? Perhaps by examining the Soviet version we can get the answer. The Soviet Union was governed by 15 unelected people who appointed each other and who were not accountable to anyone. The European Union is governed by 24 people who appoint each other, meet in secret, and are not accountable to anyone, and whom we cannot sack. One might say that the EU has an elected parliament. Well, the Soviet Union had a parliament of a sort too, the Supreme Soviet, which just rubber-stamped the Politburo decisions, pretty much like the European Parliament does, where speaking time in the chamber is limited within each group and often amounts to 1 minute per speaker. In the EU, there are hundreds of thousands of bureaucrats with their huge salaries, their staff, servants, bonuses and privileges, their lifelong immunity from prosecution, which is simply shuffled from one position to another, no matter what they do or fail to do. Is this not exactly like the Soviet regime? The Soviet Union was created by coercion and very often with a military occupation. The European Union is being created admittedly not by armed force, but by coercion and economic bullying. In order to continue to exist, the Soviet Union spread itself further and further. The moment it stopped spreading, it started collapsing. And I suspect the same is true of the European Union. We were told that the purpose of the Soviet Union was to create a new historic entity, the Soviet people, and that we must forget our nationalities, our ethnic traditions and customs. The same seems to be true of the European Union. They don't want you to be British or French, they want you all to be a new historic entity, European, to suppress all your national feelings and live as a multinational community. After 73 years, the same system in the Soviet Union resulted in more ethnic conflict than anywhere in the world. In the Soviet Union, one of the grand purposes was the destruction of the nation state. And that's exactly what we observe in Europe today. Brussels intends to absorb nation states so that they should cease to exist. Corruption was built into the Soviet system from top down, and so it is in the EU. The same endemic corruption activity that we saw in the old Soviet Union has flourished in the EU. Those who oppose or expose it are silenced or punished. Nothing changes. In the Soviet Union, we had a gulag. I think we have a gulag in the European Union also, an intellectual gulag known as political correctness. When anyone tries to speak their mind on questions of race or gender, or if their views differ from those approved, they will be ostracized. This is the beginning of the gulag, the beginning of your loss of freedom. In the Soviet Union, they told us we needed a federal state to avoid war.
In the European Union, they are telling you exactly the same thing. In short, the same ideology underpins both systems. The EU is an old Soviet model presented in Western guise. But again, like the Soviet Union, the European Union has within itself the seeds of its own demise. Unfortunately, when it collapses, and it will leave immense destruction behind, and we will be left with huge economic and ethnic problems. The old Soviet system was incapable of reform, so is the European Union. But there is an alternative to being ruled by those 24 self-appointed officials in Brussels. It is called independence. You don't have to accept what they have planned for you. After all, you have never been asked if you wanted to join. I have lived in your future, and it didn't work.